It is midday. Good day to you, ladies and gentlemen. You are watching the Bilingual Newscast. Let's begin right here in the French language as usual with Sylvestre Zangao. Bon après-midi à vous. Good day to you. Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition de Journal Bilingue sur Equinox Télévision. Lutte contre Boko Haram, les ministres en charge de la défense, les chefs d'état-major des armées, les chefs des services de sécurité et de renseignement de la commission du bassin du lac Tchad se sont donc concertés hier dans la ville de Yaoundé avec pour objectif d'améliorer les stratégies pour venir à bout du terrorisme dans la région. C'est un reportage de Guizou. Il s'agissait en effet des chefs d'état-major, des chefs de sécurité et de renseignement ainsi que des ministres de la défense de cette région de l'Afrique qui se concertaient sur les stratégies, l'amélioration des stratégies de lutte contre le terrorisme dans la zone. C'est un reportage de Gizobo. La commission du bassin du lac Tchad fait le point sécuritaire. C'est dans le cadre de la réunion des ministres de la défense, des chefs d'état-major des armées et des services de renseignement et de sécurité qui vient de se tenir à Yaoundé. D'emblée, les résultats engrangés contre Boko Haram par la force multinationale mixte, le bras armé de la commission de bassin du lac Tchad, sont de qualité. Je voudrais rendre un hommage mérité à la force multinationale mixte dont l'engagement a été déterminant pour la quasi-neutralisation de Boko Haram. Malgré les attentats suicides et le recours aux engins explosifs improvisés qui s'apparentent au champ lugubre et spectaculaire qui signe avant sa mort, l'action de la FMM, combinée à celle des opérations nationales des armées de nos pays, a permis à des régions de nos pays de revivre pleinement et progressivement dans la paix. Une bataille à laquelle se mêlent les civils avec engagement. C'est aussi le lieu pour moi de saluer le concours de nos populations civiles dans la guerre contre Boko Haram. Ces populations qui, organisées en comité de vigilance, paient également un très lourd tribut dans la dite guerre. Désormais donc, un retour progressif à la normale s'esquisse, ce qui justifie les récompenses aux acteurs de ces victoires. Les déclarations que M. le secrétaire exécutif vient de remettre à certains récipiendaires traduisent de manière fort éloquente toute l'appréciation que nous avons tous de la qualité des services rendus par les intéressés et leurs collaborateurs. Reste que les malentendus sont également là avec les exigences de certains soldats de la force multinationale mixte d'être payés au même titre que leurs camarades incorporés dans les forces onusiennes. Le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, Sanoussi Imran Abdoulaye, a expliqué qu'il n'en est pas question du moment que la force multinationale mixte est juste un regroupement des armées de la commission du bassin du lac Tchad, chacune étant prise en charge financièrement par son pays. Il faut espérer que ces clarifications ramènent définitivement la sérénité dans les rangs de la force multinationale mixte. Peter Mafane Moussonga a quitté sa charge de sénateur pour se consacrer uniquement à ses fonctions de président de la commission pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. Son siège est donc appelé à être remplacé, occupé par un autre sénateur. Mais que prévoit la loi en la matière? Marcelin Gansop. La démission de l'ancien Premier ministre de ses fonctions de sénateur ouvre la voie à une succession rigoureusement encadrée par la loi, puisqu'il s'agit d'un sénateur nommé par le président de la République. Le mécanisme de la suppléance doit être invoqué. Il faut dire que la démission ouvre la vacance, parce que la vacance est ouverte en cas de décès
démission ou d'accession à une fonction incompatible. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, il faut le dire, vient de procéder à la démission à ses fonctions de sénateur. Alors, il vous souvient qu'il avait été nommé, comme tous les 30 autres qui avaient été nommés par le président de la République, ils avaient été nommés concomitamment avec les suppléants. Donc, en principe, le mécanisme de suppléance va pouvoir jouer tout de suite, là, puisque c'est un cas de démission. Donc, son suppléant doit accéder, n'est-ce pas, à cette fonction. Donc, son suppléant doit siéger en ces lieux et places jusqu'à la fin du mandat, en principe. Pour ceux qui attendent que le président de la République prenne son stylo pour acter le remplacement de Peter Mafani Moussongué, l'expert précise qu'il n'en est pas question. Le président de la République n'a pas besoin de procéder à une nomination. C'est justement pour ça qu'il avait été procédé à une nomination concomitante entre suppléant, titulaire et suppléant. Donc, chaque siège est occupé par un titulaire et un suppléant qui attend. En cas de vacances, autre que celui de décès, le suppléant doit pouvoir accéder, n'est-ce pas, au siège. La démission de Peter Mafani Moussongué, promu à la tête de la commission de promotion du bilinguisme, remet au goût du jour la problématique du cumul de fonctions dans notre pays. Le concerné, bien qu'ayant démissionné du Sénat, occupant par ailleurs les fonctions de grand chancelier des ordres nationaux. Et pour revenir à la Chambre haute du Parlement, il est reproché à plusieurs sénateurs d'occuper des fonctions incompatibles. L'expert des questions électorales tient à faire quelques précisions pour éviter tout amalgame. Vous savez, les fonctions incompatibles pour le sénateur ou pour le député sont nommément énumérées dans le code électoral. Donc ce n'est pas toutes les fonctions. Il y a les fonctions publiques qui sont incompatibles. Il y a d'autres fonctions qui ne sont pas incompatibles. Donc il faut d'abord vérifier et se rassurer qu'effectivement ces fonctions sont incompatibles. C'est dire en définitive que le suppléant de Peter Mafani Moussongué devrait donc récupérer son siège au Sénat. Mais le mécanisme aurait été différent s'il s'agissait dans le cas d'espèce des sénateurs élus. Les faits d'actualité se multiplient au Cameroun et la curiosité sur le silence de Issa Chiroma Bakary s'intensifie. C'est que le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement camerounais, avait pris l'habitude de convoquer la presse nationale et internationale pour s'exprimer sur les sujets d'actualité qui engagent le Cameroun. Guizobo. Les statistiques actuelles sont sans équivoque. Où est passé Issa Chiroma Bakary, d'ordinaire abonné aux prises de parole tonitruantes, le bout de feu du gouvernement est désormais abonné absent dans l'arène du discours. Et ce ne sont pas les sujets qui ont fait défaut. Affaire Monseigneur Bala, forum de la diaspora, démission de Peter Mafani Moussongué du Sénat, il y avait effectivement de quoi dire. Et pourtant, nulle part on a entendu le ministre de la Communication, souvent retors au profit du gouvernement, délivrer sa science de la justification a posteriori. La dernière fois qu'il est apparu, c'était à l'occasion de l'annonce de l'arrivée au Cameroun d'un bateau hôpital à l'initiative du président de la République, Paul Biya. Pour qui sait que la moindre sortie d'Issa Chiroma Bakary reçoit l'onction de la présidence de la République qui dicte souvent les grandes lignes de sa communication, il faut bien croire qu'on n'y a pas trouvé matière à lui ouvrir les vannes ces jours-ci. Ce qui, on l'imagine, satisfait certains dans nos sérails qui voient d'un mauvais œil le rôle prépondérant du ministre de la Communication. De là à parler comme certains de disgrâce, il y a bien loin pourtant. Opposition de chiffres hier à la mairie de Douala 2e lors donc de la session du conseil municipal consacré à l'adoption du compte administratif pour le compte de l'année 2016. Les détails avec Innocent Abegaouna, Flavien Valodongo. Le processus d'adoption du compte administratif de la commune de Douala 2e ne s'est pas fait sans éclat de voix. Monsieur le Président, le compte de 2008, je sais que vous avez toujours en tête. Et rappelez-vous de 2002, je n'étais pas maire. Il y a eu quoi? Mais c'est pas possible. C'est possible. Nous n'avons plus à sortir les documents ici. Vous avez voulu l'éclaircissement, les techniciens vous ont répondu. En effet, lors de la lecture des rapports des pièces comptables, les gestionnaires ne se sont pas accordés sur les chiffres pour un écart de 15 millions de francs CFA. Il est vrai effectivement qu'il y a eu quelques écarts de voix, mais toujours est-il que c'est l'ambiance du conseil. Tout c'est relatif à la concordance des chiffres. Parce qu'on s'est rendu compte que le receveur et le comptable matière n'étaient pas d'accord.
sur les différents budgets qu'ils nous ont présentés ou alors... Dans les actions amenées sur le terrain par l'exécutif municipal de Douala 2e, certains conseillers municipaux estiment que rien n'est fait sur le terrain, mais plutôt sur du papier. Vous avez suivi, vous-même un conseiller municipal, dit que dans son quartier, sa circonscription, on n'a rien vu. On a vu les choses sur le papier. Il est question qu'on vérifie la matérialité et tout ça. C'est ce que nous avons relevé au sein du conseil. Sur le compte administratif de l'exercice 2016, il affiche en recette la somme de 1 772 685 985 francs CFA et en dépenses la somme de 1 412 523 231 francs CFA, soit un excédent des recettes sur les dépenses de 660 163 754 francs CFA. Cette évaluation à mi-parcours du budget de la commune de Douala 2e va permettre au maire et ses collaborateurs de réajuster les actions à mener sur le terrain. Et nous allons également essayer justement de réaliser beaucoup plus des actions durables envers les populations et surtout maintenant en ce moment de pluie, nous allons également voir dans quelle mesure nous allons entretenir surtout nos caniveaux, surtout les voies exécutoires pour permettre l'écoulement facile des eaux. La cérémonie qui a drainé grand monde s'est déroulée en présence de la représentante du préfet du département du Vouri. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'épidémie de choléra sévit au Soudan du Sud. Déjà 2500 personnes sont fortement touchées par la maladie. Reportage de Nalbris Kamgan. Ce sont plus de 2500 personnes qui sont touchées par le choléra au Soudan du Sud depuis avril dernier. Après la saison sèche, de fortes pluies s'abattent sur le pays. En l'espace de 3 mois, l'essentiel des cours d'eau ont été contaminés par divers déchets. Si l'épidémie touche une bonne frange de la population, les quelques 200 000 réfugiés repartis dans divers camps d'accueil du Haut Commissariat des Nations Unies sont également particulièrement frappés. L'ONU, qui a entrepris de construire ce forage pour décanter la situation, lance l'alerte. Problème, les médecins estiment que le dispositif d'accueil des personnes atteintes par la maladie se trouve saturé face au flux des contaminés. L'ONU avertit que des milliers de personnes pourraient perdre la vie du fait de l'épidémie qui vient s'ajouter à la famine dans le pays, surtout que le cheminement de l'assistance humanitaire par les ONG est rendu difficile par la crise politique entre le Soudan du Sud et son voisin, le Soudan. Depuis l'émancipation du Soudan du Sud qui s'est détaché du Soudan en 2011, les affrontements armés entre les deux voisins sont constants. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Mimifo. Good day, once more. Good day to you, Sivesi Polizanga. To our televiewers, good afternoon. We thank you so much for joining us in this second segment of the news. Despite the announcement by the Public Health Minister, Andre Mamafuda, in Cameroon, that dialysis machines would be made available in hospitals across the national territory, the lives of patients with kidney problems are still at stake. Management of the hemodialysis center in the Bolova South region of the country are urging for urgent government response to the problem of limited machines for dialysis or patients that are suffering from kidney failure. The patients have to travel from the center region to the south region of the country for treatment, but the hospital management in Bolova South region of the country are indicating that if nothing is done, the situation would get out of hand. Details in the following report. The consequences of the recent breakdown of hemodialysis machines at the General Hospital in Yaoundé are enormous on patients with kidney problems. A majority are bound to seek refuge in other centers. At the hemodialysis center in the Bolova South region are some patients from Yaoundé and other parts of Cameroon. He explains that he travels from Yaoundé to a Bolova South region on weekly basis ever since hemodialysis machines at the General Hospital stopped functioning. But the chief of the hemodialysis center in Bolova is worried about the negative repercussion of the influx of patients with kidney failure to the center in the coming days. He says that the health facility may soon run out of kits if a solution is not provided.
Dialysis centers in Cameroon have in the past few months been hit by limited machines, which is a huge handicap to patients who have to go for dialysis sessions 3 times in 1 week. Another disturbing situation is that of a visually impaired PhD student of the University of Buea who went on rampage. Yesterday, he was orchestrating a hunger strike after he was compelled to pay tuition fees before defending his thesis. Derek Jetto was there and now tells us more. University of Buea, Thursday, July 6, 2017. On the doorsteps into the Faculty of Education, a University of Buea assistant lecturer is on a hunger strike. Mr. Charlie Nyonyogab is visually impaired and a PhD student. He says the University of Buea authorities have denied him from defending his PhD thesis, and all his mates defended it last year. The reason is that this blind assistant lecturer has not paid the tuition fee per the University of Buea authorities. In one of his letters to the Vice Chancellor last year, Mr. Charlie Nyonyogab quoted the law protecting the students of his kind, which other state universities like the University of Douala and Yaoundé are respecting. Yes, the 2010 law on the protection and welfare of persons with disabilities, if you read sections 28 and 29, the law says that the state shall provide the material and financial needs of pupils and students with disabilities. It also says the state or students and pupils with disabilities shall be granted exemption from fees, tuition fees. Today, the University of Buea assistant lecturer who teaches special needs education is seated on the floor in front of his students. Mr. Charlie Nyonyogab feels that the internal mechanism of the University of Buea have all been exhausted, reason why he is calling on President Paul Biya to come to his rescue. I have written a letter to the President of the Republic because my encounter in the university here has not been a palatable one. Since I applied last year in October, it's more than 8 months. But sources from the University of Buea authorities hold that other visually impaired students have gone through the same academic process and did pay their tuition fee. But Mr. Charlie Nyonyogab told us that he is the first visually impaired PhD student in the history of the University of Buea, and all he needs is for the law to be respected, for he did not bargain for disability. And hoping that his cries would get to the right headquarters, so we are still to get reactions from authorities of the University of Buea. Now, it's been months of hardship in Banga, of the Mongo division of the country, since residents were deprived of electricity. They have been for 4 months now without electricity. Let us see how they are coping on a daily basis in the following report. I am home alone. There is no electricity. We have been in the dark for 4 months now. The ordeal of a resident in Banga whose activities have been perturbed by power cut. He adds that his 2 sons face difficulties preparing for end-of-year examinations due to the absence of electricity. The impact of the problem is general, as this Mbanga resident explains. Bush lamps and artificial lights have become the only option. She also complains that fridges and irons are out of use. They cannot iron dresses or conserve food in the fridge as a result, she explains. Mbanga has been without electricity since February 2017. Several electric poles are lying on the ground to the indifference of the company in charge of electricity. The mayor of the locality said that the problem is not at his level. He has written on several occasions to the company in charge and even to the Ministry of Energy, but his move is still to bear fruits. Councillors on their part say that they have tended to shoulder the burden more. Locals are accusing them of failing to fulfill campaign promises. Several parts of the Mongo division are constantly being affected by power cuts.
We remain in that part of the country to add that it is practically difficult for strangers to trace their destinations in some part of Konsamba, that is a town in the Mongo division of Cameroon. Some quarters are without names, which is a bitter reality across the national territory. Now, Innocent Aze is going to be telling us in the following report how the people have devised other means to cope with the situation. His report. Nkonsamba, a town in the Mongo division of the Littoral region, on May 16, 1923, experienced its division into quarters by administrative authorities rather than it converted to an urban center as initially planned. Nkonsamba was instead divided into 15 quarters and named Quarter 1, 2, up to 11. Other areas were given the appellation such as Bis A, Bis 3, Bis 8 and Bis 11. Quartier 9, 3, 8 bis. These became difficult for strangers to retain the names or explain where they were going. Some could retain only the names of their quarters. Later, on October 20, 1993, the divisional officer, Makene Charlie, cancelled the appellations of the quarters to restructure the town, which he had partitioned into 22 quarters that were baptized with new names like Ejokmoa, Soso, to mention but a few, following the common spoken native language of that area. 24 years later, a fraction of the population easily familiarized themselves with these new appellations. Le quartier de la ville de Konsamba, nous avons le quartier Saint-Barre Soumtouska, le quartier Saint-Village. Bon, nous avons Kelko, nous avons Lonko, Galmois. According to some inhabitants, it would be far more better if boards are erected indicating names of the quarters for public orientation. How secure are travel agencies here in the country's economic capital, Douala, during this period of the holidays, usually been described as the peak period? Smart Njikan Gabriel went to find out in some travel agencies here in the city of Douala. He discovered that not all the measures prescribed by the Minister of Transport have been respected in travel agencies. His report. The Minister of Transport, before the holidays, announced several measures to enable passengers move from one city to another accident-free. The measures which concerned traveling agencies is not visible on the field. At one of the agencies in Douala, with the absence of personnel from the Ministry of Transport, the company has decided to implement security measures to protect their passengers. According to Zaveri Bilwa, an assistant chief of service at an agency in Douala, her agency is using the metal detector to check their would-be passengers, and apart from that, all would-be passengers come along with their identification documents. Even though the passengers have decided to move to agencies where their lives are secured, the invisibility of personnel from the Ministry of Transport is noticed. For Zaveri Bilua, the personnel of the ministry haven't shown up since the holidays began, but maybe they will be passing in the days ahead. Apart from the metal detector, other vital aspects that were mentioned in the Ministry of Transport's recommendation for an accident-free holiday is the alcoholic test for drivers, discouraging of overloading, and encouraging traveling agencies to keep their vehicles in good conditions. And we take you right to news out of the country. The United Nations has warned against cholera outbreak in South Sudan. The situation is further being complicated with the rainy season, as we hear in the following report with Oro News. The drought may have been broken in South Sudan, but the rainy season has brought its own risks. Thirsty refugees from the ongoing conflict are using dirty water, and the proximity of their cattle means doctors are warning a cholera outbreak could kill thousands. More than 2,500 cases have been confirmed since April,
a sharp increase, and people are already weakened by famine. The few working hospitals are ill-prepared and facilities are stretched for the 200,000 refugees in UN camps. New solar-powered wells are being built, but the disease could rapidly spin out of control, and the camps already had to deal with cholera last year. In the last 12 months, the situation has hardly improved, and aid agencies note donations are down because of the political instability and continued fighting, including armed criminal gangs preying on the camps to steal what few resources they have. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. So thank you so much once again for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Sylvestre Polizanga, bon après-midi encore. Bon après-midi une nouvelle fois à vous, mesdames, messieurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.